BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et oui, à présent, on répond à toutes les questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Les réponses de Christian Fontaine et Jean-Philippe Dubosc aujourd'hui. Messieurs, êtes-vous prêts? On est prêt. Dans les starting blocks. C'est parti. Christian Fontaine dans les starting blocks depuis le magazine Le Revenu et Jean-Philippe Dubosc depuis toutsurlesfinances.com. On a cette question de Lionel à propos, et c'est pas le seul à nous interroger dessus, à propos de l'assurance vie luxembourgeoise. Est-ce intéressant et que pensez-vous notamment de l'assurance vie ING Luxembourg, Christian? Alors, tout d'abord, contrairement à une idée reçue, l'assurance vie luxembourgeoise n'accorde aucun avantage fiscal, ni sur les gains issus de l'assurance vie, ni en cas de décès, ni en cas d'ISF. Je dirais que c'est même pire, puisque comme tout compte étranger ouvert à l'étranger, ils doivent être déclarés au niveau de la déclaration des revenus. Alors, quels sont un peu les atouts de ces contrats luxembourgeois Qu'on peut souscrire en France, hein. D'abord, bien sûr, qu'on peut souscrire en France. Alors d'abord, ce sont des contrats qui sont dotés de pare-feux juridiques qui leur permettraient, en cas de crise systémique sur les marchés financiers qui entraînerait une faillite en chaîne de compagnies d'assurance, de mieux résister. Surtout, ces contrats offrent une souplesse de gestion. Vous pouvez y mettre de nombreuses classes d'actifs. Vous pouvez mettre des fonds en euros libellés en dollars, par exemple, même si aujourd'hui ça ne rapporte plus grand-chose. Vous pouvez y mettre des actions non cotées. Vous pouvez y mettre de l'immobilier. Vous pouvez changer aussi facilement le gérant. Point faible historique de ces contrats, les frais, souvent parfois un peu élevés. Le fait que le fonds en euros soit peu rentable et puis certaines lourdeurs, voire manque de transparence, notamment au niveau des back-office. Alors généralement, ce sont des contrats assez haut de gamme qu'on conseille au-delà de 250 000 €, même si ce seuil peut être abaissé dans un certain nombre de circonstances. Votre auditeur Lionel parle de ING Luxembourg. Enfin, il parle d'une compagnie, il ne parle pas d'un contrat en particulier. Donc c'est difficile d'aller plus loin. Moi, j'aurais tendance à lui dire pourquoi aller acheter à l'étranger ce qu'on peut acheter en France et ce qu'on a aussi bien chez nous. Le contrat ING propose en France un contrat qui s'appelle ING Direct, qui est trophée d'or du revenu et qui a rapporté l'année dernière 2,75% pour le fonds en euros. Donc, il peut aller souscrire un contrat luxembourgeois. C'est particulièrement intéressant aussi, soit s'il a des montants très importants à placer, soit s'il envisage de partir à l'étranger, parce que dans ces cas-là, ce contrat peut le suivre s'il pense qu'il va poursuivre sa carrière en dehors de France. Et parce que vous le disiez, les contrats vie luxembourgeois peuvent être gérés de façon plus souple. Ils peuvent être gérés de façon plus souple, mais attention, c'est valable, ce n'est intéressant que pour des montants très importants, pour 5 000 ou 10 000 €. Dans les périodes de crise, il y a quand même aussi le super privilège qui est... Oui, c'est ce que j'appelais le pare-feu juridique, effectivement, mais pour l'instant, on n'en est pas, en tout cas, c'est pas mon scénario que je privilégie, d'une crise systémique avec des faillites en chaîne de compagnies d'assurance. On n'en est pas là, heureusement. Jean-Philippe. On n'espère pas. Donc il y a quand même une garantie. Le pire n'est jamais certain. Mais ce contrat vie luxembourgeois, il titille nos auditeurs, nos téléspectateurs, parce qu'on reçoit régulièrement des questions curieuses sur quelle est la valeur ajoutée par rapport à un contrat vie français. Au moment de la crise la crise des dettes, au moment de la crise Hélène, où effectivement les gens se posaient des questions, se disaient effectivement peut-être que les assureurs vont faire faillite, peut-être que les banques vont faire faillite. Bon, déjà il y a quand même une garantie sur le capital de 70 000 € en France, donc. Bon, effectivement, faut avoir beaucoup d'argent déjà, et puis aller sur Internet. Vous n'avez pas de frais, vous avez des fonds euros qui sont beaucoup plus dynamiques. Mais les contrats français vendus sur Internet sont de très bonnes factures. Exactement. Voilà donc pour cette question luxembourgeoise. Question à présent de Caroline. Jean-Philippe, elle veut savoir s'il est vrai qu'il va falloir déclarer ses impôts sur Internet maintenant. Ah bah clairement l'État veut, oui, ça c'est sûr qu'il pousse. L'État est pas content. C'est-à-dire qu'avant on avait un bonus, depuis on n'a plus rien et bientôt il y aura un malus. Exactement, c'est ça. Bon, clairement en fait, c'est des économies pour l'État. Ça fait des formulaires en moins à imprimer, à envoyer, à traiter. Donc l'État espère ainsi générer 250 millions € d'économies par an. Donc effectivement, on va vous mettre une sorte de pressing tous les ans un petit peu plus important. Donc en fait, Caroline, si votre revenu fiscal de référence, le fameux RFR, n'excède pas 40 000 €, c'est bon, vous n'avez pas l'obligation de déclarer pour la mi-avril, c'est-à-dire pour la déclaration 2016 qui porte sur les revenus 2015. En revanche, si ça dépasse 40 000 €, et Caroline, vous allez devoir vous y mettre. Ça fait pas si mal que ça, c'est pas si compliqué. Et puis une fois que c'est fait, c'est fait. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que l'année prochaine, on passe de 40 000 à
28 000. Et puis après, pour la déclaration 2018, on est à 15 000. Et puis pour la déclaration 2019, c'est tous les contribuables. Donc de toute façon, ils devront déclarer sur vous y Internet. mettre. Même ceux qui n'ont pas accès à Internet, il y en a encore. Alors, il y a comment on fait quand on n'a pas accès à le Internet? législateur a prévu en fait pour, on a notamment pensé aux personnes âgées qui sont pas très à l'aise avec les outils informatiques ou qui n'ont pas d'accès à Internet. Et bien, ou en milieu rural encore voilà, dans certaines régions, ou alors des zones blanches, d'avoir ou alors des zones blanches effectivement. Donc en fait, vous aurez une petite case à partir de la déclaration prochaine. C'est comme pour la télévision. Vous savez, si vous n'avez pas si vous n'avez pas la télévision, il faut cocher une petite case. Je sais jamais d'ailleurs s'il faut cocher si on l'a pas ou si on l'a. En fait, vous l'avez d'office, on va dire. En fait, il faut cocher pour dire que vous l'avez pas. Et là, ça sera exactement la même chose. Il faudra cocher pour dire que vous n'avez pas accès à Internet. Voilà. Et puis, effectivement, si vous le faites pas, Caroline, la première année, ça peut passer, mais la deuxième année, vous avez une amende de 15 €. Et puis, par ailleurs, toujours pareil, parce qu'on parle de la déclaration, mais aussi pour le paiement. Pour le paiement, pareil aussi, l'État a tout intérêt à ce que ça soit à ce que ça soit digitalisé. Ouais, parce que ça, c'est pas virtuel. Hein. Non, c'est jamais virtuel. Non, c'est des espèces sonnantes et trébuchantes, mais pour pas qu'il y ait des erreurs et puis pour que ça soit rapide, et puis pour que ça soit sûr que effectivement on vous le débite bien. Donc jusqu'à présent, quand vous payez plus de 30 000 € par an d'impôt sur le revenu, vous étiez obligé effectivement de faire un virement bancaire. Et bien maintenant, à partir de la déclaration 2016, ça sera 10 000 €. Et puis 2017, ça sera 2 000 €, et puis 2018 ça sera 1 000 €, et puis à partir de 2019 c'est 300 € Donc non seulement il faudra déclarer en ligne, ça va devenir peu à peu obligatoire, mais il faudra payer aussi en ligne. Voilà. Ce qui compte pour savoir si dès cette année vous êtes obligé de déclarer en ligne, donc c'est effectivement le revenu fiscal de référence qui se trouve sur l'avis d'imposition que vous avez reçu en août ou en septembre de l'année dernière. Donc ça porte sur les revenus 2014 et il faut rouvrir sa déclaration je dirais de revenus et surtout son avis d'imposition sur les revenus 2014. Donc ressortez le document que vous avez reçu en août ou en septembre. Chouette, faites-le ce week-end, ça peut être sympa. En regardant les replays de Christian Fontaine. Voire dès ce soir, n'attendez pas le week-end quand même, on va pas se pourrir le week-end avec ça. Même sur votre pause déj, c'est sympa, attendez. Cette question de Stéphane à présent, toujours sur notre site bfmbusiness.com. C'est intéressant d'ailleurs, parce que Stéphane débute en bourse et il va déposer 5 000 € sur son PEA. Et il hésite entre les actions et les trackers. Faut-il panacher les deux? Faut-il privilégier les actions, les trackers? Qu'est-ce qu'on peut recommander pour ceux qui débutent en bourse et qui ont comme ça 5 000 € à déposer sur un PEA? Alors, d'abord, Stéphane, on peut le féliciter, parce que c'est un courageux. Par les temps qui courent, c'est quand même pas évident de débuter en bourse. On peut aussi ajouter que mieux vaut débuter en bourse avec un CAC avec un 5002. Bon. Fermons la parenthèse. Un titre en direct ou tracker. J'aurais tendance un peu à dire les deux, mon général. L'idée, c'est d'utiliser les titres en direct. Ça peut le devenir, quoique. L'idée, c'est d'utiliser les titres en direct lorsqu'on veut acheter des actions françaises cotées sur Euronext Paris. Et puis, pour la diversification internationale, là, acheter des titres en direct, d'abord, on manque souvent d'informations. Ensuite, ça peut coûter un peu cher en frais de courtage. Donc, pourquoi ne pas passer par l'intermédiaire d'outils collectifs? Et donc, les trackers, c'est parfait, puisque ce sont des fonds indiciels cotés en bourse, peu chargés en frais. Stéphane parlait de 5 000 €. Alors 5 000 € pour avoir un portefeuille diversifié, c'est bien pour débuter, mais c'est quand même un peu juste. J'ai sélectionné pour lui 4 valeurs. Je lui conseille Orange, Capgemini, Vinci et Air Liquide. Et puis le tracker, c'est le fameux, c'est mon tracker fétiche, Lyxor MSCI Worldwide, donc code mémotechnique WLD. Oui, les valeurs que lui vous conseillez, ce sont des valeurs de rendement, inverse du dividende. Orange, il y a pas mal de dividendes. Vinci, il y a pas mal de dividendes. Air Liquide un peu moins, c'est une bonne valeur de fonds de portefeuille. L'idée, c'est de mixer un tout petit peu, mais effectivement, c'est plutôt des valeurs qui versent des revenus. 3 conseils, donc. Je dirais 4 conseils en période de marché particulièrement volatile. Effectivement, 1, compter sur les dividendes. Deuxième conseil, c'est étaler dans le temps ses investissements et ne pas faire de moyenne à la baisse, plutôt acheter à la hausse afin d'avoir toujours un prix de revient inférieur au cours de bourse. Autre conseil, prendre régulièrement ses bénéfices et puis conserver du cash, conserver au minimum, dans la mesure du possible, même si avec un petit portefeuille c'est difficile, 20% de cash pour saisir les opportunités. Voilà donc quelques conseils pour débuter effectivement avec ces marchés qui se sont considérablement repliés. Marius, lui, a fait les vendanges quand il était jeune et il a à ce titre cotisé à la mutualité sociale agricole. Et Jean-Philippe, il veut savoir s'il peut se faire rembourser ses cotisations de retraite. Oui, alors c'est vrai que depuis le 1er janvier, c'est possible. Alors il y a des conditions, il faut que ça soit le régime de base et puis il faut pas avoir cotisé plus de 8 trimestres, c'est-à-dire 2 ans, et la MSA est un régime de base. Alors, il y a une autre condition aussi, c'est qu'il faut avoir cotisé à un seul régime de base. En réalité, cette disposition dont on a
pas mal parlé, elle s'adresse surtout aux impatriés, aux personnes étrangères qui sont venues travailler en France moins de 2 ans et qui repartent après. Effectivement, ils ont la possibilité maintenant de se faire rembourser leur cotisation vieillesse. C'était une disposition qu'on trouvait dans des régimes étrangers, qu'on ne trouvait pas en France. C'est vrai que les régimes français ont tout intérêt à rembourser les cotisations plutôt que à terme de verser des petites pensions à l'étranger. Ça leur coûte très cher. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été mis en place. Donc dans ces cas-là, on se rapproche de la MSA et en fait après ils vous font un remboursement en capital, ouais. Voilà votre réponse, Marius. Question de Benoît, et ça va vous plaire, Christian Fontaine. On va parler du PEL et de l'assurance vie. On est bien là, hein? On est bien. On est bien. On pourrait rajouter les trackers, le PEA et le rêve. Et Benoît a ouvert un PEL en 93. PEL sur lequel il y a près de 100 000 euros, et son conseiller de la Poste lui dit aujourd'hui de fermer ce PEL pour ouvrir à la place un contrat d'assurance vie type Cachemire avec 80% de fonds euros et 20% d'unités de compte. Est-ce un bon conseil? Fermer son PEL pour ouvrir un contrat d'assurance vie? Fermer un vieux PEL. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les PEL d'ancienne génération, ceux qui ont été souscrits avant mars 2011, ont une durée de vie illimité, contrairement aux PEL, donc ouverts depuis cette date, qui ont une durée de vie maximum de 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le banquier de Benoît ne peut pas le forcer à fermer son PEL. Premier point important. Deuxième question qui se pose, c'est doit-il le fermer ou doit-il le laisser ouvert? Bon, lorsqu'on regarde, il a ouvert son PEL en 93, donc à cette époque-là, les PEL aujourd'hui rapportent du 4,62% brut, soit 2,5% net de prélèvements sociaux en tenant compte du fait que Benoît est un cadre et il est taxé à 30%. 2,5% pour un placement totalement garanti et totalement liquide, ce n'est pas si mal. Oui. En fin de compte, ce qui est important, c'est de calculer bien sûr le taux de rendement de son PEL net de prélèvements sociaux et fiscaux. En gros, pour faire simple, s'il est en dessous de 30%, a fortiori s'il n'est pas taxé, il a certainement intérêt à conserver son PEL. Au-delà, il doit s'interroger notamment sur les placements qu'il a par ailleurs. Et quand on est à 30%? Encore une fois, ça dépend vraiment de ses priorités, des placements qu'il détient sur d'autres supports d'investissement. Ce qui compte aussi, c'est la nature de la proposition commerciale qui lui est faite. On lui propose d'investir l'argent de son PEL sur un contrat Cachemire. Bon, les contrats Cachemire, il y en a plusieurs, mais il faut savoir qu'en grosso modo, c'est une gamme de qualité. Notamment, Cachemire Patrimoine a obtenu l'année dernière un trophée de l'innovation du revenu. Donc, gamme de qualité, allocation d'actifs. Son conseiller lui propose 80% sur le fonds en euros, 20% en unité de compte. C'est pas moi qui vais vous dire que c'est une mauvaise allocation, parce que c'est notre fameuse stratégie au revenu 80-20. Vous seriez gonflé. Ensuite, il faut quand même regarder un petit peu dans les détails. Je ne connais pas sa situation personnelle, je ne sais pas son âge, niveau de ses revenus, niveau de patrimoine, donc c'est difficile de dire si cette allocation d'actifs stratégique est un peu bonne pour un grand nombre de personnes convient à Benoît. Conclusion. Attention, pesez bien le pour et le contre avant de fermer votre PEL. C'est une très bonne enveloppe fiscale. Si vous n'êtes pas taxé, laissez-la ouverte. Si vous êtes très taxé, il faudra sans doute envisager de la fermer. Jean-Philippe, sur le PEL. Non, mais c'est vrai que là, on a beaucoup parlé là du PEL, le fait que le taux de rémunération baissait. Mais ce qu'on oubliait de dire, c'est qu'en fait, c'était à partir des nouveaux plans. Bien sûr. Et qu'en fait, les anciens plans, c'est par rapport au taux de souscription. Oui, vous gardez, si vous avez ouvert un PEL il y a quelques mois, quelques semaines, vous gardez le taux, le rendement auquel vous avez souscrit. À l'inverse du livret A, quand le taux du livret A baisse, cette décision s'impose à tous les détenteurs du livret A. Voilà, donc c'est vrai que d'où l'intérêt de garder son vieux plan. Non, c'est vraiment un bon plan. Oui, voilà. Exactement. Quel humour ce matin. Bon, c'est pas plan, enfin bon, comme des petits fous. Voilà. On va s'arrêter là. Enfin, pour les blagues, j'entends. Jean vous écrit, il paraît que l'on ne paye pas d'impôt quand on a fait un rachat d'assurance vie après un licenciement. Et il veut savoir s'il en est de même en cas de rupture conventionnelle, Jean-Philippe. Alors, c'est vrai que ça, c'est une disposition qui n'est pas connue dans l'assurance vie. C'est que quand vous êtes licencié, eh bien, vos rachats totaux ou partiels ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Alors, il y a plusieurs conditions, toujours pareil. C'est que donc, il faut avoir une perte subie d'emploi, il faut être inscrit à Pôle emploi, il ne faut pas avoir retrouvé un travail et il faut avoir effectué le rachat dans les 12 mois suivant le licenciement au maximum. Petite précision, si ces critères sont remplis
pris par le partenaire de Pacs ou par le conjoint, ça fonctionne aussi. En revanche, il y a toujours les prélèvements sociaux à 15,5%. Pour ce qui est de la rupture conventionnelle, là, normalement, c'est une séparation d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. Donc, on rentre pas dans la perte d'emploi subie. Donc, désolé Jean, non, si vous faites un rachat partiel ou total suite à une rupture conventionnelle, eh bien, vous rentrez dans le régime fiscal normal de l'assurance vie. Aïe. Bon. Voilà. Par contre, on le dit peu, mais effectivement, il faut être au chômage pour une raison qui ne dépend pas de votre propre volonté. Mais à la fin d'un CDD, si vous vous retrouvez demandeur d'emploi parce que vous avez un CDD qui n'est pas reconduit, vous pouvez profiter de cette mesure et donc retirer votre argent d'un contrat d'assurance vie en étant totalement exonéré d'impôts sur les gains. Ça concerne quand même beaucoup de monde, il faut le savoir. Bon à savoir. Cette question de Damien, toujours sur notre site bfmbusiness.com. Alors Damien, il souhaite réduire ses impôts et pour ça, il y a quelques placements miracles, dont les FCPI. Les fonds communs de placement dans l'innovation, pour réduire son impôt sur le revenu. Sauf que cette réduction d'impôt est de moins en moins intéressante, nous dit Damien, et du coup il se demande s'il est toujours opportun d'investir dans des FCPI. Alors, c'est vrai que historiquement, il y avait deux bonnes raisons d'investir dans ce type de produits qui achètent des actions souvent aux côtés du secteur innovant. Mais d'abord, la réduction d'impôt, vous en avez parlé, mais effectivement, le taux n'a cessé de baisser. Oui. Et aujourd'hui, il est de 18%. Vous versez 100 euros, il y a 18 euros d'économie d'impôt. Et puis, la deuxième bonne raison, c'était une volonté de diversifier son patrimoine sur une classe d'actifs, les actions non cotées, qui sont une famille de placements, comme les actions, comme les obligations, comme les caves monétaires. Il y avait aussi une bonne raison de ne pas y aller, c'est les frais de gestion, et même tout cumulé, qui peuvent atteindre 5% par an. Moi, j'aurais tendance à conseiller à Damien, si il veut, je dirais, diversifier ses placements et réduire ses impôts, au lieu d'investir par intermédiaire d'outils collectifs, il peut investir soit dans sa propre société, soit investir en direct dans une société dont il connaît le patron et dont il connaît surtout les talents du patron. Mais prudence quand même, ce sont des investissements risqués, mais en investissement en direct, l'avantage, c'est qu'il peut avoir une réduction d'impôt plus importante, puisque ça peut grimper jusqu'à 18 000 euros par an pour un couple, sachant que, vous savez, au-delà du fameux des plafonds, des niches fiscales de 10 000 euros, le surcroît est étalé sur plusieurs années. Donc oui, aux actions non cotées, mais attention aux véhicules d'investissement. Voilà. C'est plus intéressant fiscalement d'investir directement qu'à travers un fonds comme un FCPI, par exemple. Voilà. Mais bon, bien sûr, il y a aussi des risques. Il faut connaître dans son entourage un patron talentueux. Juste petite question. On a Dominique qui vous a entendu et qui constate chez son fournisseur que le tracker WLD n'est pas éligible au PEA. Alors, le tracker WLD, il y en a deux. Il a raison. Le WLD, il a raison. Il y a le PWLD, qui est le WLD PEA, qui a été créé il y a quelques années. Donc, il doit prendre le PWLD. PWLD, voilà. C'est agaçant, il a réponse à tout. Tracker Leaks, MSCI Worldwide PEA. Oui, mais c'est ça, c'est l'interactivité. Vous êtes agaçant, vous répondez toujours aux questions. Franchement, c'est fatigant. Allez, Jean-Philippe, une toute dernière question. En 30 secondes, on va essayer d'y répondre. Quelle est la validité du permis de construire ? Oui, parce qu'en fait, il y a eu un petit changement. Le permis de construire, c'était 2 ans, et puis temporairement, en fait, ça avait été mis à 3 ans. Ça y est, il y a un décret qui est sorti le 6 janvier 2016 et qui consacre cette durée de validité de 3 ans, sachant que vous pouvez le renouveler 1 an 2 fois. Eh bien, ça porte à 5 ans. Et bien voilà, réponse tenue dans la durée. Merci à tous les deux pour ces réponses très concrètes, à nos auditeurs, nos téléspectateurs, Christian Fontaine, le magazine Le Revenu, et Jean-Philippe Dubosc pour toutsurmesfinances.com. Bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt. Et c'est vrai que c'est une journée qui se passe bien pour l'instant sur les marchés financiers en tout cas. Oui, avec toujours une hausse, et n'oubliez pas, ce soir, 19h15, rendez-vous est pris sur l'antenne de BFM Business avec les grands prix BFM Business de la Bourse, 1h15 de cérémonie pour récompenser les acteurs qui font le marché. On sera en direct depuis le studio Gabriel à Paris.